Bienvenue à cette série intitulée Le lien, mettant en vedette les parcours entrepreneuriaux des diplômés de l'Université d'Ottawa du monde entier. Restez à l'écoute et découvrez comment nos invités, provenant de nombreux horizons, ont donné vie à leurs idées et à leurs passions. Nous allons explorer les mesures qu'ils ont prises, les problèmes qu'ils ont surmontés et les leçons apprises. Je m'appelle Nicolas Tedessa et je suis diplômée de l'Université d'Ottawa du programme de communication. Et je serai votre animatrice lors de cette série. Marie Chevrier est la fondatrice et PDG de Sampler, une plateforme qui aide les marques à fournir des échantillons en ligne et recueillir des informations dont ils ont besoin pour établir des relations individuelles avec leurs clients. Sampler a atteint plus de 50 millions de consommateurs dans 24 pays. Et ses clients les plus notables incluent les géants de l'industrie, comme L'Oréal, Nestlé, Unilever et Pepsi. Marie est également une conseillère dédiée à la technologie et des startups. Elle est membre du conseil consultatif de Retail Tomorrow et cofondatrice de Retail.to, une communauté dédiée à la croissance et au renforcement de l'écosystème du commerce de détail de Toronto. Bonjour Marie, merci d'être parmi nous. Ça me fait plaisir, merci de m'avoir. Donc, vous avez débuté votre carrière en publicité, puis de là, vous avez travaillé à une société de capital risque à New York. Puis après quelques années là-bas, vous êtes revenu à Toronto pour vraiment fusionner votre passion pour le marketing et la technologie. Peux-tu nous en parler un peu plus de comment Sampler a vu le jour? Certainement. Alors, pendant que j'étais à l'université, en fait, j'étais une ambassadrice de marque. Alors, j'étais une de ces personnes qui donnaient des échantillons gratuitement sur les coins de rue ou en magasin. Et c'est la première fois, en fait, que j'avais pensé au fait que l'échantillonnage, c'était totalement fait un peu à l'aveuglette. Hein? On donne un échantillon à quelqu'un qui passe sur un coin de rue et après, on les laisse aller. On ne sait pas si jamais cette personne a eu une expérience positive, négative ou pas. Alors, déjà, depuis mon temps à l'université, je pensais déjà à bâtir Sampler. Par contre, ça prendra un autre environ, je pense que c'était comme quelque chose comme 7 ans après que j'ai gradué de l'université pour commencer Sampler. J'ai été en agence pour un petit moment où est-ce que j'ai travaillé avec beaucoup de marques et après ça, comme tu disais, j'ai été à New York où j'ai travaillé en VC, en compagnie de capital risque. Puis là, j'ai eu la chance de faire un vraiment cool rôle en tant qu'entrepreneur en résidence. Alors, j'ai eu la chance d'être sur quelques business. Alors, j'ai travaillé sur HelloFresh, la compagnie qui fait des livraisons de recettes. J'ai travaillé sur Glossybox et j'ai aussi travaillé sur un startup qui s'appelait Dropgifts. Puis là j'ai devenu cofondatrice de Dropgifts pour la première fois, alors que j'ai bâti ma première compagnie. Malheureusement, celle-là, elle n'a pas fonctionné très, très bien. Alors, quand Dropgifts s'est arrêté, j'ai décidé de commencer Sampler. Je suis retournée au Canada pour le faire. Fantastique. Puis, j'imagine qu'en mars, avec le début de la pandémie, il y a eu quelques changements. Je me demande quel a été l'impact de la COVID-19 sur votre compagnie. A-t-il été positif, négatif et comment vous êtes-vous adapté? Alors, on est pas mal chanceux chez Sampler puisque avec tout le shift vers le commerce en ligne, on a vu une très grande croissance durant cette période. On a vu que les marques qui avant peut-être donnaient des échantillons en magasin ne pouvaient plus le faire. Alors, ils sont vraiment tournés à notre plateforme pour essayer de trouver une solution d'échantillonnage et ça a été vraiment super pour nous de voir cette grosse croissance. Mais par contre, en tant que chef d'équipe, je suis sûre que beaucoup peuvent
peuvent reconnaître que c'est un temps très, très, très difficile pour tout le monde. Et puis, alors nous, ce qu'on trouvait difficile durant ce temps-ci, c'était de s'assurer que notre équipe ait une bonne balance, même à travers tout ça. Tu sais, on travaillait à 200%. Mais à la maison, on avait les enfants qui couraient derrière nous parce que l'école était fermée, des coéquipiers qui voyaient des personnes dans leur entourage tomber malades. Il fallait vraiment, puis on le fait toujours, il faut vraiment penser à la balance entre la grosse croissance d'une compagnie, puis en même temps, qu'est-ce que tous nos coéquipiers doivent deal avec à la maison. Ça. Puis en tant qu'entrepreneur, comment avez-vous trouvé cette balance? Pour moi, en fait, je vais vous dire, je pense que ça a été très positif personnellement parce que je pense que justement, j'allais un petit peu trop vite avant la COVID-19. Pour moi et mon mari même, on était à la maison environ peut-être une semaine par mois ensemble. Sinon, on passait 3 semaines dans un avion ou dans un hôtel à faire du voyagement un peu partout dans le monde. Fait que, en fait, je trouve ça un petit peu bizarre à dire, mais je pense que j'ai trouvé ma balance à travers la COVID-19. Mais c'est pas la même chose pour tout le monde. Fait que je suis très alerte à ça. Puis, on met beaucoup d'initiatives en marche dans notre entreprise pour s'assurer que nos équipes trouvent leur balance aussi. C'est fantastique. Vous avez eu et vous continuez d'avoir un parcours assez intéressant. Pour en nommer juste quelques-uns, vous êtes la gagnante du Glossy Award en 2019 pour la meilleure expérience numérique. Vous avez été nommé Champion of Change en 2019 par Winsight Grocery. Vous avez eu le prix du lieu de travail le plus innovant par Elevate. Nommée femme d'affaires du mois par PME canadienne. Numéro 34 sur la liste des startups à la croissance la plus rapide au Canada par Canadian Business and Growth 500. Puis en plus, vous êtes un des top 20 tech innovators de Toronto Life. Donc, ça, c'est juste pour en nommer quelques-uns. Donc, vraiment, félicitations à vous. Merci. Plusieurs d'entre nous et plusieurs qui écoutent cette série ont une idée d'entreprise qui mijote dans leur tête. Comment avez-vous passé de l'idée au concret? Où avez-vous commencé? Pour moi, la plus grande leçon que je dis toujours à tout le monde, c'est de juste commencer. Ça semble très, très, très simple, mais je pense que souvent, on peut se faire nos propres bloqueurs. Hein. On se dit je ne serai pas capable de faire ça ou je ne sais pas comment faire cette première étape-là, alors je vais remettre ça plus tard. Je vais vous dire le plus grand challenge que j'avais eu au début, c'était d'incorporer ma compagnie. Je pense que si j'avais arrêté à ce moment-là, là, parce que le site web pour le faire était assez compliqué, puis je comprenais pas, est-ce que j'avais besoin d'une incorporation fédérale ou provinciale? Je comprenais pas les petits détails. Puis, sérieusement, je pense que ce jour-là, j'aurais pu dire « je suis pas capable ». Mais ce jour-là, je me suis levée, j'ai fini mon incorporation, j'ai fait des erreurs, sûrement dans tout ce filing-là, mais à la fin de la journée, je l'ai fait. Je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de faire cette première étape. Et la deuxième étape, la troisième étape, la quatrième étape, ça devient pas plus différent, c'est toujours plus un autre défi à surmonter, mais il faut juste commencer avec le premier. En parlant de connexion, souvent on parle du réseautage, puis l'importance du réseautage dans des différents projets d'entrepreneurs. Des fois, on parle de seulement pour des partages d'idées, comme tu fais avec Sean, ou si on recrute des membres de l'équipe. Je me demande aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile ou peut-être plus difficile de faire ce réseautage? Que pensez-vous? Bonne question. Oui, le réseautage en tant que fondateur, c'est votre première responsabilité. C'est certain que ça peut être que ce soit d'essayer de trouver des investisseurs, que ce soit d'essayer de trouver des nouveaux employés, que ce soit de trouver
des advisors, n'importe quoi. Il faut vraiment qu'on soit dans un mindset on va faire du réseautage. Alors, c'est très important. Je trouve que je manque énormément là, les conférences, par exemple, de se rendre à une conférence, de rencontrer quelqu'un un peu plus organiquement, puis d'aller prendre un verre, puis de discuter, peu importe. Ça l'arrive moins pendant la COVID-19, c'est sûr. Ouais, c'est sûr. Par contre, je trouve on a vraiment la chance de faire, maintenant, d'envoyer un courriel à quelqu'un et je trouve que les gens ont plus de temps pour faire un petit appel ou peu importe. Alors, je pense qu'il y a des biens puis il y a des mal, mais c'est sûr que je m'ennuie de la connexion qu'on peut faire à un événement, certainement. Ouais. Vous êtes diplômé de l'Université d'Ottawa. Je serais curieuse de savoir un peu plus sur votre séjour sur le campus. Qu'est-ce que vous avez étudié à Ottawa? J'avais plusieurs idées, comme j'en ai encore. Alors, j'ai commencé, en fait, à l'université en théâtre. Alors, j'étais dans le département du théâtre. Et puis, j'ai réalisé que j'étais pas une très, très bonne actrice, mais que j'aimais vraiment parler au public et puis de m'exprimer, d'être une leader. Alors, j'ai décidé de changer pour marketing. Alors, j'ai fini par faire General Arts, mais avec une concentration en marketing. Je vais dire, j'étais pas nécessairement la meilleure étudiante. Je passais beaucoup plus de temps à commencer des idées, Je travaillais très, très fort. J'étais en marketing pour une compagnie de divertissement dans le coin. Alors, j'étais bien occupée à commencer avec mon esprit entrepreneurial, mais j'ai adoré. Est-ce qu'il y avait un cours qui a été offert à l'Université d'Ottawa qui a eu le plus grand impact sur vous? Oui, communication d'organisation. C'était un cours de communication. Et puis, c'est là que j'ai réalisé l'art de bâtir une bonne équipe. Et puis, aujourd'hui, j'y pense encore de comment ça m'avait fasciné. Puis ça m'avait vraiment surpris parce que du côté communication, il y avait d'autres choses comme la communication interculturelle ou des choses comme ça qui à premier coup, vous fait penser « Ah, ça va être vraiment intéressant », mais c'était vraiment l'organisation d'une compagnie et comment on motive et tout. Puis maintenant, plusieurs années plus tard, ça me sert certainement. C'est fantastique de voir que non seulement on a appris des choses dans les salles de classe, mais il y a aussi des opportunités d'apprentissage à l'extérieur de la classe. Je me demande si tu peux partager un obstacle ou un problème inattendu que tu as rencontré et comment vous l'avez surmonté. Mm-hmm. On en a toujours. C'est sûr que c'est vrai que ça prend des nerfs. Je vais parler un petit peu peut-être au grand début. Alors, dans les débuts, peut-être j'étais en deuxième ou troisième année d'affaires. J'avais à ce moment une petite équipe, on était peut-être 10 et 5 de mes 10 employés dans l'espace de comme 3 mois ont décidé de prendre un autre défi et la majorité était en vente. Alors, malheureusement, c'est comme tout à coup les ventes qui s'évaporent. C'était vraiment un gros défi. Et je me rappelle à ce moment-là de me dire, bon, ben, voici, c'est la fin, c'est terminé. Et puis, la leçon à garder de ça, c'est que, je veux dire, on a survécu clairement. On a trouvé des solutions. Et puis maintenant, quand je vois un obstacle qui se pose devant moi, je me rappelle de ce moment-là, puis je me dis,
si j'ai pu survécu, si j'ai pu trouver une solution dans le pire des cas, certainement, il y a une manière de s'en sortir avec les plus petits problèmes qu'on peut voir de jour en jour. On a parlé au tout début que vous avez commencé votre carrière. Un des moments était dans une société de capital risque. Je me demande comment cette expérience vous a donné de l'information d'extra, si on veut, pour pouvoir aider à financer les startups. Je ne sais pas si tu as des astuces pour les gens qui qui ont déjà bâti leur startup, mais ils sont à la stade où ils sont en train de chercher de l'argent. Mm-hmm. D'essayer de trouver des fonds, c'est vraiment difficile. Je veux dire, à la fin de la journée, je pense que tout le monde doit réaliser qu'on demande à quelqu'un de prendre $1 ou des millions de dollars de leur poche et nous les donner. Et je pense qu'il y a comme une misconception, une mauvaise conception dans le domaine de l'entrepreneuriat que j'ai une bonne idée, alors je devrais trouver du capital. C'est pas le cas. Les gens qu'on convainc à investir dans nos compagnies le font parce qu'ils ont une claire vue de comment ils vont pouvoir faire un retour sur leur investissement. Alors, commence, si tu penses de chercher des fonds, commence avec la question existentielle de pourquoi est-ce que quelqu'un devrait investir dans ma compagnie et pourquoi moi et pourquoi pas quelque chose d'autre. Et puis, je dirais qu'en tant que fondatrice d'une compagnie qui fait affaires en B2B, en business to business, la chose la plus importante pour moi, pour prouver ma business jeune, c'était de faire des ventes. Alors, de dire, si vous cherchez une manière de financer votre business, commencez par faire des ventes. C'est la manière la plus simple de, amener de l'argent à votre compagnie, de deux, prouver votre concept, et de trois, éventuellement, convaincre quelqu'un qui a vraiment un retour à leur investissement s'ils investissent avec vous. Donc, parlez-moi un peu de l'industrie de marketing avec les samples, si on veut, les échantillons. Comment est-ce que ça a changé de le tout début où toi, tu as commencé à l'université jusqu'à maintenant en fondant votre compagnie? Alors, pendant que j'étais à l'université, environ 95 à 100% des échantillons qui étaient donnés complètement à l'aveuglette. Alors, c'était dans un magasin, dans un magazine, à travers la poste, sans vraiment comprendre exactement qui recevrait l'échantillon. Mais avec Sampler et toute l'innovation qu'on a faite du côté du sampling, nous avons amené probablement environ 10 à 15% des échantillons vers la force digitale du digital sampling ou de l'échantillonnage électronique. Et puis, c'est vraiment excitant de voir ce gros changement. Quand on donne un échantillon à travers Sampler, premièrement, on peut trouver le bon consommateur. Alors, en tant que marque, on peut dire, je veux trouver une jeune femme qui habite à Toronto, qui a 35 ans, qui va avoir un bébé en mars. On peut trouver aussi ciblé. De ce moment-là, on est en contact avec elle, on lui envoie un échantillon directement à la maison. Elle a une expérience de marque super positive avec son déballage. Elle fait ça à la maison, elle partage son expérience avec le reste de son domicile. Et puis après ça, Sampler va faire un retour et va aller la revoir et lui proposer que ce soit un rabais ou aussi de lui donner du feedback. Alors, on lui demande de faire un sondage qui donne une cote sur 5 ou un commentaire. Et on utilise tout ça pour donner à la marque la chance de vraiment trouver qui sont les consommateurs qui sont les plus intéressés et puis continuer la conversation avec eux. Alors, je pense que c'est certainement le pouvoir du digital est infini.
Alors, je pense que où ça s'en va et où on veut amener l'échantillonnage, c'est de vraiment être capable de dire à une personne qui planifie une campagne marketing, on donne un échantillon qui nous coûte 2 et ça retourne 10 en vente. Alors, on va avoir une continuation totale du premier contact jusqu'à la 3e vente avec le même consommateur. Fantastique. Puis pour les étudiants qui sont sur le point de graduer ou qui cherchent à soit participer à un startup qui est en train de grandir, avoir quelques idées de comment faire le leur, que dirais-tu à ces étudiants? Mais certainement, je vous encourage de commencer par joindre une compagnie start-up et de prendre l'expérience de ceux qui sont déjà en entreprise, d'avoir le contexte de comment quelqu'un d'autre bâtit sa business va vous aider. Je suis très contente de dire que dans mon équipe, j'ai des gens que je sais vont partir de ma compagnie dans 2, 3, 4, 5 ans. Ils vont partir leur propre entreprise et on en parle souvent. On parle de leurs idées. On est excités de les aider. Puis, ils me demandent des questions. Puis, je suis très, très, très transparente. J'essaie de leur montrer tout ce que je connais. Et puis, justement, il n'y a pas longtemps, il y a un de nos anciens employés qui lui a bâti sa business depuis qu'il est parti et a vendu sa business et fait une très, très, très belle histoire de succès. Alors, ça me réchauffe le cœur. Et puis, si vous trouvez, si c'est ce que vous cherchez, certainement, vous pouvez venir, vous pouvez vous mettre en contact avec moi et on peut voir s'il n'y a pas une opportunité pour vous chez Sampler. Mais certainement, il y a tellement de belles compagnies à Ottawa, à Toronto, qui aimeraient bien vous donner cette expérience avant que vous vous lancez vous-même en entreprise. Certainement, c'est fantastique. Là, c'est toutes les questions que j'avais pour vous. On va passer à la période un peu plus ludique, plus amusante de l'entrevue. J'ai des petites questions rapides. Êtes-vous prêts? Let's go! Sucré ou salé? Sucré, certainement. Trop chaud ou trop froid? Trop chaud, trop chaud. Appel téléphonique ou message texte? Message texte. Introverti ou extraverti? Extraverti. Lève tôt ou couche tard? Lève tôt. Couche très tôt. Première chose que tu fais quand tu te lèves? Je regarde mon téléphone. C'est quelque chose que j'essaie d'arrêter, mais malheureusement, c'est difficile. Puis une chanson qui vous motive? Alors, n'importe quelle chanson de Céline Dion. Okay. Même les ballades. J'adore. Bon, ben, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. C'était un plaisir de vous parler. Merci. Merci à vous.